De retour sur le plateau du Glénat BD Festival pour la deuxième émission de la journée consacrée aux sorcières et à la magie. Glénat édite et publie plusieurs histoires de sorcières, plusieurs histoires magiques, et on va recevoir ici sur le plateau plusieurs auteurs, autrices, voire même aussi à distance pour nous parler de tous ces univers différents sur le plateau justement. Pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Morgane Lafie. Bonjour Morgane, comment ça va ? Ça va bien. Alors toi, tu es dessinatrice pour Amelia Woods, dont le tome 1 est d'ores et déjà disponible. Voilà, tu vas nous en parler un tout petit peu au cours de cette émission. Bon, tout va bien, tu es bien, tu as vu un peu ce magnifique décor. Oui, c'est super beau. Je suis un peu intimidée, mais sinon ça va. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ne t'en fais pas. Elle essaye justement de te rassurer depuis le début. Judith Peignan, bonjour Judith, comment ça va ? Alors toi, tu es scénariste, notamment pour Les Sortilèges de Zora, dont le tome 2 est à paraître. D'ailleurs, tome 1 est déjà disponible, tome 2 apparaît. Fin mai 2022. Fin mai ? D'accord, fin mai 2022, tu viendras nous parler évidemment de cet univers, de ce qu'il raconte et d'où est-ce que l'aventure part et où est-ce qu'elle ira dans ce tome 2. Et nous sommes aussi à distance, normalement en compagnie de Paola Antista. Bonjour Paola. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va, très bien. Ça me fait plaisir de t'accueillir. Alors toi, tu es en Italie là actuellement, si je ne dis pas de bêtises, et tu es Oui. notamment dessinatrice pour Sorceline, série à succès, dont le tome 4 est sorti l'année dernière. Oui, juste en octobre. En octobre de l'année dernière. Évidemment, c'est très plaisir d'ailleurs que tu puisses être là à distance pour nous parler justement de cette série. Je vois que tu es quand même bien installé, visiblement. Tu as l'habitude de streamer ou de diffuser ce que tu dessines ? Non, pas du tout. Ça serait la deuxième fois que je fais quelque chose de pareil. Ouais. Eh bien, écoute, mais ça va, c'est amusant. Ouais, j'avoue que c'est plutôt rigolo. C'est plutôt rigolo. Alors toi, justement, tu es dessinatrice pour Sorceline, 4e tome déjà de Sorceline qui est sorti en 2021, en octobre 2021. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette série, de ce qu'elle raconte exactement et à qui ça s'adresse ? Bon, cette série, elle parle surtout des Sorcelines, mais aussi de ses amis qui vont devenir fantasticologues. Et ils se retrouvent, on ne sait pas comment, sur cette île, l'île de Vorn, dont on sait assez. En effet, c'est un mystère, cette île. Et donc, dans la série, il y a pas seulement des animaux fantastiques ou légendaires ou des animaux inventés par moi et Sylvia. Donc, l'histoire parle non seulement de cet aspect fantastique, mais aussi du lien et du rapport entre les élèves. Ah oui. Tu as une école où on apprend en tout cas à étudier les animaux. À soigner, oui. À soigner les animaux fantastiques. Alors, tu peux me parler du personnage principal du coup de Sorceline. Qui est-elle et comment se retrouve-t-elle dans cette école exactement ? Bon, qui est-elle ? Là, c'est une question à laquelle je ne dois pas répondre. Okay. Oui. Bon, ce qu'on sait, c'est qu'elle se retrouve dans cette île. Elle s'est posé des questions sur sa nature, sur ses parents et sur beaucoup de choses. Donc, c'est tout un mystère, en effet, qui, au fil des albums, on connaît toujours un peu plus, mais pas tout. Donc, je ne vais pas faire du spoiler. D'accord. Donc, c'est surtout une passionnée des animaux fantastiques. Oui, elle a l'air déjà, dès le volume 1, extrêmement douée et gavée de connaissances sur cet univers. C'est ce qui étonne un peu tous ses camarades. Et ça va peut-être... Oui. Ça va rendre peut-être les rivalités un peu faciles au sein de cette école, non ?
une écriture avec un des personnages qui est Tara. Il y aura cette rivalité du moins jusqu'au tome 4, parce qu'il y a toujours cette étincelle des rivalités entre elles. Mais par contre, il y a surtout une copine, Willa, sa meilleure amie, il n'y a pas de jalousie en effet parmi les élèves, sauf que quelqu'un. Mais il y a une belle amitié, des rapports un peu compliqués, mais même très normaux. Alors tu nous parleras ensuite après, quand on reviendra sur tout ça, sur les sources d'inspiration évidemment qui vous ont dépeint ces univers magiques. On va se retourner vers toi, Morgane. Tu es dessinatrice pour Amelia Woods, dont le tome 1 est d'ores et déjà disponible. Tu peux nous parler un peu d'Amelia Woods, de ce que c'est, ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui veut faire ses études à l'université. Et pour ce faire, elle doit faire un papier sur les animaux marins. Et elle va se rendre dans un manoir victorien sur la côte. Et à partir de là, il va se passer des choses assez mystérieuses, des disparitions, de la magie. Et une logeuse assez mignonne en apparence, mais qui cache bien son jeu. Alors elle, elle est sur un projet d'études très carré, plutôt très cartésien, qu'elle n'est pas spécialement baignée dans un univers magique ni fantastique. Elle va s'y trouver contrainte. Comment est-ce qu'elle va gérer un peu tout ça? Au départ, elle est dans le déni, comme la plupart d'entre nous face à ça. Et petit à petit, en croisant les personnages qui se trouvent dans ce manoir et en découvrant des choses sur elle et sa famille, elle va se rendre elle va être face à l'évidence et devoir surmonter son côté scientifique et cartésien. Elle va être bien aidée par certains personnages, justement. Le dessin est somptueux, vraiment. Couverture absolument magnifique. C'est titré donc numéro 1, le manoir de Lady M, qui est donc justement le manoir dans lequel elle se rend. La fin est quand même relativement ouverte. Oui. Tu sais déjà où ça va être? Tu es déjà en train de travailler sur une suite? Je suis en train de travailler sur la suite. Bon, c'est le début. Oui, bien sûr. Mais oui, au départ, je voulais un one-shot, mais avec mon éditrice, on en a conclu que ça serait plus intéressant de le faire en plusieurs oui, une fin ouverte. Et du coup, j'ai étendu un peu plus l'univers. Donc l'univers va continuer et la BD va continuer sur un volume 2. On voit ici quelques-unes de tes planches, justement, avec un univers très coloré, très travaillé. Pas mal d'inspiration. Il y a des codes à respecter quand on fait des BD de sorcières, justement, dans des univers magiques au niveau du dessin. Ou est-ce qu'on est très libre du style que l'on peut utiliser? Moi, je n'ai pas utilisé des codes spécifiques pour ça. J'ai puisé dans mes inspirations et dans comment j'aime dessiner. Et j'ai soumis ça à mon éditrice. Mais c'est sûr que je suppose que j'ai un style assez jeunesse. Ouais. Pour correspondre à cet univers magique. C'est pas forcément voulu, mais bon. Après, un style jeunesse avec des planches qui restent quand même, je trouve, assez fouillées, complexes. Et, oui, il a fallu faire quand même il n'est pas non plus simple, ton dessin. Enfin, c'est assez coloré, assez pas enfantin, mais on va retrouver les codes du manga dans mon dessin parce que j'ai appris à dessiner avec. Ah oui, ça fait partie de tes inspirations du coup. De cette génération-là. Ouais. Et je suis très inspirée par l'univers de Ghibli. Je me suis inspirée de Crimson Peak de Guillermo del Toro pour cette ambiance en huis clos dans un manoir. Et à partir de là, un peu le château ambulant aussi. On le retrouve dans quelques personnages. Et c'est sûr, ma palette de couleurs est assez... On m'a dit que c'était frais.
C'est frais, c'est vrai que c'est frais. Frais. Et je travaille comme si c'était un peu de l'aquarelle. Parce que j'aime bien travailler l'extérieur. Sur papier, sur tablette? Pour ce tome-là, j'ai travaillé le trait à la main, donc à l'encre, que j'ai scanné. Et après, j'ai fait la couleur à l'ordinateur. Ouais, c'est de plus en plus, j'ai l'impression, de dessinateurs travaillent comme ça. Ça allie un peu le meilleur des deux mondes, hein, quelque part. Pour commencer, comme c'était ma toute première BD, au départ, je me suis dit, bah, tiens, je suis quand même assez traditionnelle, donc je voulais tenter de faire le trait à la main. Bon, c'est un peu long, donc je ne garantis pas que je ferai la même chose pour le tome 2. J'avoue. Mais c'était une expérience à tenter et non, mais c'était bien. Ouais, donc bien avoué, bon, évidemment, quand on lit et le titre de la BD, on s'attend évidemment à assister à quelque chose de fantastique quand on lit le synopsis, mais sur les premières pages, jamais on pense que l'histoire va partir justement comme cela. Après, bon, je veux bien que l'accueil du majordome et l'ambiance de base à l'intérieur du manoir amenaient à penser qu'il allait se passer les petits trucs quand même. Mais elle est courageuse, hein. Elle lâche pas l'affaire. Hein. Elle veut vraiment prendre son destin en main. Et, Ouais. on comprend qu'elle a essuyé la perte de sa mère il y a peu et c'est un peu la représentation de la femme forte Ouais. qui veut prouver qu'elle peut faire des études et s'en sortir. C'est finalement assez proche du caractère des sorcières de base. Judith, merci d'être avec nous. Alors toi, tu es autrice, scénariste pour Les Sortilèges de Zora. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette bande dessinée, un deuxième volume déjà à paraître? Les Sortilèges de Zora, c'est l'histoire de sorcières qui se réfugient à Paris pour fuir la chasse aux sorcières. Et donc notre héroïne, c'est Zora, qui vit avec sa grand-mère sur le toit d'un immeuble parisien, dans un grand jardin magique qui est complètement protégé de l'extérieur. Et donc l'idée, c'est que Zora va devoir intégrer le monde des non-sorciers. Et pour elle, forcée par sa grand-mère, au départ c'est pas un choix, et pour elle ça va être un cauchemar parce qu'elle n'a pas les codes, elle est différente, elle comprend rien, puis elle c'est pas sa vocation en fait, elle veut être libre, elle veut faire de la magie, aller se promener, enfin bref. Et donc tout le cadre du collège, etc., ça va pas être facile. Mais par contre, évidemment, il va y avoir des compensations, elle va découvrir l'amitié, elle va découvrir plein de choses qui en fait sont assez sympathiques chez les non-sorciers aussi. C'est un personnage assez seul, elle fuit seule, elle est quand même encadrée, elle a sa famille, elle a des gens qui l'accompagnent dans le monde des sorciers. Non, elle est donc à Paris, elle est avec sa grand-mère. Il y a aussi sa grand-mère fait elle-même partie d'une bande. Donc il y a 3 vieilles sorcières qui ont vraiment des tempéraments très. Enfin, moi, je les adore en tout cas. Ah ouais? Ah oui, ouais. Vraiment, les 3 vieilles, entre nous, on les appelle les 3 vieilles. Donc elles font des batailles de gâteaux à la crème. Mais en fait, évidemment, elles ont sous leur côté grand-mère gâteau, elles ont des super pouvoirs, quoi. Et Zora, non, elle est pas si seule que ça parce qu'elle va rencontrer plein de gens au collège, mais après c'est pareil, je peux pas spolier, donc. Oui, non, bien sûr. Voilà. En tout cas, ce tome 2 est à paraître. Est-ce que vous êtes parti? Tu dessines avec Ariane, c'est ça? Ariane Delrieux. Ouais. Comment vous êtes rencontrés? Comment vous êtes amenés à travailler ensemble toutes les deux? Ça, c'est vraiment un concours de circonstances qui s'est fait un peu sur du long terme. Mais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est vraiment trouvés parce qu'on est. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le même univers, on a les mêmes envies, on est très complémentaires. Et elle rebondit sur le scénario, moi je rebondis sur le dessin. C'est vraiment un projet où on est assez fusionnel en fait. Alors pour évidemment préparer cette émission, j'ai lu les premiers volumes des 3 BD et
même si les thèmes sont tous très différents, hein, que ce soit la fuite de la chasse aux sorcières, la recherche des animaux fantastiques, le cadre non sorcier dans lequel on est totalement plongé, on retrouve des codes assez identiques, notamment des personnages féminins, souvent assez fort caractère et très indépendants dans leur façon d'être. Lorsqu'on réalise des histoires comme ça dans le monde des sorcières, il y a des codes à respecter qui vont être systématiquement les mêmes. On est quand même un peu libre de créer des personnages comme on le veut, comme on l'entend. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est complètement libre. Après, je pense qu'on a tout envie de créer des personnages avec des forts tempéraments. Ouais. Mais ça, c'est pas lié spécifiquement aux sorcières, je pense. Non, pas spécialement. Après, même si l'univers des sorcières, forcément, nous amène à créer des personnages qui ont beaucoup de fantaisie. Ça, c'est peut-être le seul point commun. Mais Oui, il faut qu'elles aient une personnalité assez forte et pour pouvoir... Parce qu'elles ont des pouvoirs, donc elles... Oui. Donc forcément, elles sont parfois un peu dépassées par les événements. Plus leurs pouvoirs sont forts, plus elles doivent développer un tempérament fort pour les gérer, en fait. Alors toi, Amélia, c'est le seul perso qui n'a pas de pouvoir hein, quand même au début de l'histoire. Il est sous-jacent. Voilà. Elle évoque juste que c'est de plus en plus difficile de toucher les gens. Ouais, voilà, c'est ça. Et elle comprend pas forcément. Elle sent un mal-être. Ouais. Voilà, elle comprend pas ce qu'elle a, mais elle le met dans son déni et elle voit et elle trace sa route en fait. Et c'est dans ce manoir que tout va se déclencher et qu'elle va devoir y faire face. Alors Paola, hein, pour revenir un tout petit peu avec toi sur les histoires de sorcières, t'as toujours aimé ces histoires-là, ces mondes fantastiques remplis d'animaux fantastiques, c'est quelque chose sur lequel tu voulais travailler? Non, pas du tout. Non, en effet, quand on m'a proposé ce projet, c'était la première fois que je me suis dit que ça pouvait être très, très intéressant. Parce que d'abord, je faisais des BD humoristiques. Ah, ok. Donc même la narration, c'était très différente. Donc des planches, des histoires d'une planche, donc des gags. Et en effet, Céline m'a aidé beaucoup parce que j'ai découvert que j'aimais la narration longue. Donc pouvoir développer un récit sur plusieurs pages. Parce que les gags, c'est très différent. On doit commencer et achever une histoire dans une planche. On n'a pas la liberté qu'on a dans une BD comme Sorceline, par exemple, qui est vraiment très, très... j'ai apprécié beaucoup de me lancer dans ce genre de projet. C'était une découverte pour moi, oui. C'était pas mon genre, en effet, au début. D'accord, mais en tout cas, ça t'a permis de découvrir d'autres choses et c'est quelque chose que tu apprécies faire. Oui, j'aime totalement, oui. Je m'amuse. Oui, c'est toujours un travail, donc oui, on peut se fatiguer comme avec... Mais c'est vraiment très amusant parce que même avoir la liberté d'inventer des personnages, des animaux fantastiques qui ne doivent forcément être les légendaires qu'on connaît, c'est très libre comme expérience de travail. Même question ici sur le plateau. C'est des univers que vous aimez raconter, avec lesquels vous aviez déjà des affinités, Judith? Oui, moi, les sorcières, c'est... en fait, avant, j'étais rédactrice en chef d'un magazine qui s'appelle Les Petites Sorcières. Ah oui, d'accord. Pendant, je sais pas, plus de 12 ans. Donc, moi, j'étais déjà dans l'univers des sorcières. C'est pas une découverte. Qu'est-ce qui te plaît dans cet univers-là? Qu'est-ce qui a fait que tu en as fait une vocation, un magazine et Alors, les petites sorcières ne parlaient pas forcément de sorcières. Ça parlait c'était quand même l'univers des sorcières. En tout cas, c'était l'esprit. De toute façon, c'était l'esprit. Enfin, moi, c'est vrai, c'est effectivement, c'est plutôt l'esprit espiègle, libre, le fait de pouvoir peut-être être en dehors d'une certaine réalité, et puis
Ouais, toute cette fantaisie, c'est ça qui me plaît, oui. Tu avais plusieurs sources d'inspiration déjà à l'époque, que ce soit dans le magazine ou là pour la bande dessinée que tu écris, où tu t'es toujours créé tes propres histoires que tu as voulu réaliser en bande dessinée? Je pense que c'est vraiment un mélange d'inspiration. Ça peut être... en fait, bizarrement, pour Les Sortilèges de Zora, je me suis plus plongée sur des choses assez traditionnelles de l'histoire des sorcières, mais vraiment... à la période du Moyen-Âge, de la Renaissance. Je suis plus partie sur des choses qui n'ont rien à voir avec la fiction, mais plutôt des légendes, des choses comme ça. C'était plutôt ça mes sources d'inspiration. Plus terre à terre, ouais, qu'un monde 100% fantastique, Exactement. un peu dépeint par... Ouais. Nous, avec Ariane, nous, par exemple, on a pris comme principe de ne pas mettre d'animaux fantastiques, par exemple. D'accord. Ouais, nous, on reste vraiment dans l'univers plus traditionnel des sorcières. Ok, je vois. Amélia, c'est ta première, première bande BD. dessinée. Raconte-nous un tout petit peu comment ça s'est passé d'arriver comme ça à poser cette BD. L'univers des sorcières, c'est quelque chose qui te parlait à la base? Tu viens plutôt du manga. Tu me parles d'inspiration. Il y a des sorcières hein, dans les sources que tu m'as Oui, inspirées. j'aimais beaucoup créer des histoires avec de la magie et du fantastique dedans. Mais quand j'ai fini mes études, j'ai fait un stage au studio Godferdom. Ouais. Et pendant ce stage, j'ai monté un dossier BD. Et c'est pas celui-là qui a été publié au final. Ça a été Amélia parce que je me suis servi de l'expérience que j'avais vécue chez une logeuse chez qui j'habitais à ce moment-là, qui était un peu... C'était fait de masques de convivialité qu'on voit chez les gens et derrière, il se passe des choses un peu bizarres qu'on n'arrive pas forcément à expliquer. Et c'était ce sentiment-là que je voulais mettre dans Amélia. Et après, je me suis dit, bah, tiens, j'aimerais avoir tel personnage qui a tel pouvoir, où il se passe ça. Et puis dans un manoir, parce que c'est très intéressant à dessiner. Et à force de mettre tous ces bouts ensemble, et ben, ça a créé ça. Et c'est quelque chose que tu as pris plaisir du coup à faire. Si c'est quand même un gros travail hein, de sortir sa première bande dessinée. Hein. Oui. Ça t'a mis combien de temps à dessiner? C'est quoi? C'est les 47 pages? C'est un 47 pages 54 pages. Et entre le moment où j'ai envoyé mon dossier et le moment où ça est paru, il s'est passé 3 ans. 3 ans? Oui. Oh là là. Toujours les délais. Chaque fois qu'on me parle des délais ici, je fais mais c'est incroyable. Les scénaristes, vous pouvez écrire des tas de scénarios et pendant ce temps, les dessinateurs, ils ont tellement de temps de délai justement entre les deux, c'est assez fou. Paola, tu travailles avec justement un scénariste, c'est la scénariste Sylvia Douillet qui est en France, hein, si je ne m'abuse. Oui, oui. Comment ça se passe du coup, Italie-France, la communication, le travail entre vous deux? Comment ça s'est fait? Comment est-ce que vous êtes arrivés à travailler ensemble malgré la distance? Bon, on s'est connus parce que c'est Sylvia qui m'a écrit, parce qu'elle avait vu une BD que j'avais, une série de gags, comme je disais avant, que j'ai fait avec Frédéric Brémond qui s'appelle Chat. Après ça, on a toujours communiqué par email, surtout. On s'est vu juste 2 fois pendant toutes ces années, je dois dire. Oui, on peut faire de la BD à distance. Ça, c'est l'épreuve, je dois dire. Vous êtes la preuve que ça... beaucoup, surtout d'abord, on a échangé beaucoup de mails pour s'entendre sur l'univers et tout ça. Et voilà, on continue comme ça. Ça fait longtemps que tu parles français? Vous communiquez en français dans vos échanges? Oui, on s'écrit en français depuis le début. Oui. Moi, je l'ai étudié à l'école, à l'université, donc ah ouais. Je ne le parle pas très bien, mais je l'entends et je l'écris, donc ça va. Si, je parle très bien français. Oui, c'est une langue que j'adore, donc il me fait plaisir d'avoir les scénarios en français. D'accord. Oui, c'est très bien.
Donc en tout cas naturel, et ça a très bien fonctionné pour toi. On va faire un petit jeu ici, on va être amené à dessiner, à pictionnarer quelques petits dessins. C'est la tradition dans ce Glénat BD Festival, on parle de bande dessinée, on parle de dessin, on fait dessiner évidemment nos dessinateurs. Du coup, Morgane, je vais t'inviter à aller rejoindre ici la table à dessin. Et toi, Paola, il me semble que tu as la possibilité de dessiner aussi de ton côté. Je partage l'écran. Ok, impeccable. Voilà, donc, Alors, l'idée est très simple. Hein. Vous avez un thème donné, magie et sorcière. la magie. Et vous pouvez dessiner ce que vous voulez dans ce thème-là. Et le but va être pour Judith et moi et le chat d'essayer de trouver exactement ce que vous dessinez le plus rapidement possible. Alors actuellement, mon Twitch est un peu en PLS, donc j'arrive pas à voir le chat devant les yeux. Je ne sais absolument pourquoi. Ouais, c'est l'une après l'autre. Par contre, c'est chacun votre tour que vous avez dessiné. Oui. Comme ça, tu vois, chacun va pouvoir participer exactement. Et je t'invite, comme tu es à distance, justement, Paola, à commencer et à dessiner quelque chose. Et on va essayer de voir. Alors évidemment, vous êtes deux dessinatrices de talent, donc je pense que ça risque d'aller très très vite sur l'intention que vous voulez donner. On va dire qu'au Pictionary, vous êtes complètement craqué, mais on va essayer de trouver. Je partage l'écran, donc à plus tard. Ouais, je t'en prie, Paola, partage ton écran. Impeccable. Oui. Alors, en plus, on peut regarder un peu comment est-ce que tu travailles, la façon, évidemment, de travailler comme ça aussi sur tablette graphique, c'est vraiment top. Alors, je t'en prie, tu vas commencer le dessin et je vais continuer de poser quelques questions, justement. Quand on travaille avec des dessinateurs, tu as dû changer peut-être au fur et à mesure des scénarios, Judith, de dessinateur ou de dessinatrice avec qui tu as travaillé. Sur Zora, l'image de Zora, le design de Zora, c'est exactement ce que toi, tu t'imaginais qu'elle pouvait ressembler? Non, elle est plus belle que ce que j'imaginais. Ça... Et ce petit oiseau... les personnages qui prennent vie. Morgane, Judith, une idée? Peut-être quelque chose de très précis, hein? C'est pas... Il faut trouver. Attendez. C'est Madame Mime? Oui, c'est Madame Mime dans Merlin? Oui. Oui. Quand il a la bataille, il se transforme en un animal qui cherche de manger l'un l'autre. Mais oui, mais maintenant que je vois, c'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait. Merlin et Disney, c'est un univers que tu aimes beaucoup, Paola? Oui. Comme toutes les animations Disney de l'époque. je les adore. Ouais. Ça me rappelle plein de souvenirs. J'ai vu ce film il y a tellement longtemps. Complètement. Oui, donc là, tu nous as pas fait deviner quelque chose, tu nous as même fait deviner une intention, un film en entier. Ouais. C'est très fort. J'avoue, très fort en quelques minutes. Oui, c'est là où tu vois que c'est pas le même niveau de Pictionary. Il n'y a pas juste maison à deviner. On peut clairement pas lutter. C'est vraiment formidable. GG, du coup, Paola, on va laisser la main à Morgane. Morgane, ça va être à toi de nous faire dessiner, deviner quelque chose dans l'univers dans l'univers des sorciers et de la magie. Tac, et je regarde évidemment le chat pour voir si ces derniers trouvent avant. Donc c'est parti, alors tu as le droit à absolument tout ce que tu veux. Évidemment, je serai peut-être amené à vous déstabiliser. Vous diriez que vos BD s'adressent à des lecteurs de quel âge exactement?
Je dirais que pour les 3 BD, c'est à peu près le même public, Ouais. je pense. Et c'est les plus jeunes, je dirais à partir de 7 ans, mais ça peut aller assez loin. C'est-à-dire que, Ouais. disons que le principal lectorat, c'est, on va dire, 8-12 ans. Mais après, il y a des lecteurs. Nous, on a rencontré des filles qui venaient se faire dédicacer, qui étaient plus âgées, même qui avaient 14 ou 16 ans, ou même encore des jeunes adultes, parce qu'en fait, elles accrochaient complètement sur le dessin. Ah, c'est ça qui leur plaisait beaucoup. Alors, les 3 personnages principaux sont des filles. D'accord, c'est pas des BD pour filles. Hein. A priori, si les garçons acceptent de lire des histoires de filles. Bon. Mais tu dis c'est des histoires de filles, c'est pas des. Si c'est des histoires d'un personnage féminin. Vécues par des filles, voilà. Oui, c'est ça. Où les héroïnes sont des filles. Mais c'est pas des histoires pour les filles. Pas spécifiquement, non, je pense pas. Absolument pas. Alors attention, on a une idée. C'est Loki. Oui. Ah Loki, c'est vrai, Loki, c'est un magicien, c'est un sorcier, hein. Le dieu de la malice. Ah, ta vision de Loki est super intéressante. Alors justement, hier, on recevait sur le plateau, excusez-moi, bon, c'est Disney aussi maintenant, c'est ça qui est très drôle. Oui. On recevait tous les auteurs qui travaillaient sur les BD Disney chez Glénat. Visiblement, ça a inspiré beaucoup de monde. Il me dit, tu as un univers peut-être un peu plus manga, l'univers de Disney qui... Moi, j'ai grandi avec les Picsou, Mickey, Donald. Ouais. C'est quelque chose qui t'a beaucoup inspiré. Oui, parce que c'est des histoires qui sont très claires, très limpides en fait. Disney aussi, tu as grandi avec... Ah oui, totalement. Ouais. En même temps que... Oui, beaucoup Disney, après Ghibli. Disney et Ghibli. Ouais. C'est deux versions très différentes, deux façons de voir Disney l'animation très japonais, différentes. le Hein. Disney américain. Ça ne raconte pas les histoires pareilles. Ah non, pas du tout. J'ai traumatisé ma petite sœur avec le voyage de Chihiro. Ah ouais, voilà, oui, c'est vrai que ils n'ont pas la même vision des dessins animés pour enfants au Japon. C'est vrai que c'est très étrange. Mais ça a toujours été une source d'inspiration du coup pour toi. Oui, mais moi j'aime beaucoup cette double lecture que tu peux avoir. Quand tu le regardes quand tu as 8 ans, tu n'as pas la même façon de le voir que quand tu en as 15 ou 30. Et ça peut être autant très enfantin que très adulte. Et c'était ça que j'aimais beaucoup, faire un peu réfléchir le lecteur quand il lit ton histoire, que c'est pas toujours cousu de fil blanc et qu'il y a une sous-lecture. C'est ça que j'aimais bien. Ouais, j'avoue, moi aussi j'aimais vraiment beaucoup ça. L'histoire de sorcière chez Ghibli la plus célèbre, c'est Kiki, hein, bien entendu, hein, qui est une tranche de vie hein, d'une sorcière apprentie. Hein. C'est assez bizarre de se dire qu'il n'y a pas vraiment d'histoire tout en ayant une histoire à l'intérieur de Kiki. Et ouais, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. On a le temps, Paola, peut-être pour un autre dessin, pour nous parler aussi de tes inspirations à toi, de ce qui t'a marqué. Tu nous parlais peut-être un peu de Disney. Tu as des inspirations venant des films de Miyazaki, des mangas, des comics venant d'ailleurs? À mon avis, tout ce qu'on lit, qu'on voit dans la vie, après, on les retrouve dans son propre travail. Il y a des choses qui restent, même si on ne l'utilise pas comme une source d'inspiration. Oui. Il y a des choses qui restent et après, on les retrouve dans ce qu'on fait. Et donc, il peut y avoir Miyazaki, il peut y avoir tous les mondes de Disney, tout ce que j'ai vu de mon enfance jusqu'à maintenant. Je crois que c'est naturel, je crois. On s'inspire évidemment de tout ce qui nous a plu. Quand on pense beaucoup magie aujourd'hui, on pense à l'univers de Harry Potter. L'univers de Harry Potter ne vampirise-t-il pas trop l'imaginaire magique et, on va dire, les possibilités de scénarios autour des univers de sorciers?
Je m'adresse à la scénariste, évidemment. Je dirais que le phénomène Harry Potter, en fait, la complexité de la chose, c'est que dès qu'on a une idée, il faut vérifier que ça n'a pas été utilisé dans Harry Potter. Ah ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pas inintéressant parce que ça nous pousse dans nos retranchements. D'accord. Et peut-être que, je sais pas ce que tu en penses, mais du coup, on est obligé d'aller plus loin et on est obligé de demander aussi à des gens qui sont spécialistes d'Harry Potter, donc plutôt des jeunes. Donc ça, est-ce que ça te dit quelque chose? Donc je pense qu'on a toutes autour de nous des gens qui connaissent hyper bien Harry Potter. Parce il y a des choses qui peuvent se rapprocher d'Harry Potter forcément parce qu'elle a utilisé tellement de choses. Elle s'est inspirée de tout. Hein. Elle s'est inspirée d'absolument tout. Ouais. Mais il faut quand même à chaque idée vérifier que c'est pas une des idées phares d'un Harry Potter. Et du coup, je pense que c'est inversement. Donc ça nous pousse à aller un peu plus loin dans certaines idées, quoi. C'est intéressant ta façon de voir les choses. J'aime beaucoup cette façon de penser. Hein. Paola a relancé un dessin. Et Maline, évidemment, elle commence par dessiner le bas des personnages, en dessiner le haut. Ça m'a l'air particulièrement compliqué. Ou à moins que le personnage soit coupé en deux, je ne sais pas. Mais partir du bas pour reprendre le haut du personnage, ça va tellement vite. Sinon, c'est vite net. Donc, oui, c'est ça. Non, mais t'es maline. T'es maline. Voilà, toi, Harry Potter, c'est quelque chose. C'est un univers qui te plaît beaucoup. Tu parles quand même des animaux fantastiques. C'est aussi un des thèmes principaux de l'univers d'Harry Potter. C'est quelque chose dont tu t'inspires ou pas du tout? C'est peut-être obligé de ma part de les connaître, mais en vérité, c'est que je connais les livres qu'il frère quand il était petit. Ouais. Mais je ne les connais pas. Non, j'ai pas lu les livres et j'ai vu que seulement un film, le premier. D'accord, Bon, ok. C'est un univers très connu, donc je connais plein de choses. Mais je très bien. Alors, est-ce que vous avez réussi à reconnaître ici de quoi s'agit-il sur ce dessin? Judith, non. Morgane? C'est dur, hein? C'est dur, ouais, j'avoue, c'est dur. En fait, on sait que c'est lié à l'univers de la magie des sorciers. Ouais. C'est le papa dans En route. Comment? En route, non? C'est dans En avant. C'est ça? Voilà, En avant. En avant, Onward, c'est ça? Le personnage le petit elfe d'Onward, voilà, qui se... C'est Oui. le pantalon de leur papa. Ah, bien joué. Mais là aussi, encore un autre Disney Pixar. Et oui, c'est le fameux... le fameux pantalon qui marche, le fameux pantalon qui marche tout seul. C'est incroyable à quel point c'est proche de la réalité. On aurait cru que tu as travaillé sur les films, tellement c'est réaliste. GG, en tout cas, Paola, magnifique. On rappelle vos bandes dessinées publiées chez Glénat. Judith, les sortilèges de Zora. On a un tome 2 prévu pour mai, c'est ça? Exact. 2022. Le tome 1 d'ores et déjà disponible en librairie. Morgane, toi, Amelia Woods, le tome 1 et tome 2, évidemment en préparation. Voilà, 2023. Voilà. 2023, on espère. Je souhaite évidemment bon travail sur ce volume. Et Paola Sorceline, évidemment, déjà 4 volumes disponibles. Un 5e volume de Sorceline prévu ou pas? Oui, le mois d'octobre, il va sortir, oui. Ah ouais, je suis en train d'y travailler, oui. Ah ouais. Ah, ils sont en train d'y travailler et en moins d'un an, tu réussiras... Ah, tu es en train d'y travailler, oui, d'accord, ok. Oui. Ok, d'accord. Oui. C'est-à-dire que ça a déjà un peu avancé, bien entendu. Merci à toutes d'avoir été mes invités ici sur le plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants avec Timothée Le Boucher pour un live très intéressant où il va nous expliquer comment construire une planche de bande dessinée en partant de zéro jusqu'à le processus de création finale. Ça va être un live tuto explication assez informatif, très intéressant. Je vous invite à rester avec nous, évidemment, pour la suite de ce Glénat BD Festival. À tout de suite.